Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de petits travaux qu'on fait sur la séroneutralisation sur le SARS-CoV et au cours du Covid, et notamment l'effet que ça peut avoir sur les variants. Alors là, dans les généralités, la séroneutralisation, je vous explique un peu quand même pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc c'est des anticorps qui sont capables de bloquer l'interaction entre le virus et la cellule qui est permissive, et donc en fait ça neutralise l'infection, d'où ce nom de neutralisation. Et pour les virologues, c'est le Graal, quoi. Moi, quand j'ai appris la virologie, on m'a toujours dit les anticorps neutralisants, c'est le top, c'est ce qui fait la référence. Et c'est vrai, donc c'est considéré comme la référence de la protection. En plus, ce sont des tests qui sont très sensibles, très spécifiques. C'est supposé être le meilleur marqueur de l'immunité. On verra tout à l'heure que c'est peut-être pas sûr. Et ça a été aussi longtemps utilisé pour faire de l'identification virale, hein, c'est-à-dire quand un anticorps était capable de séroneutraliser ou de pas séroneutraliser, ça permettait de faire de la classification. Moi j'ai pas connu, mais il paraît que ça se faisait aussi, enfin un truc dans le genre pour les rickettsies, mais c'est pas de mon âge. Et après donc et donc après les limites de la technique, bon, c'est très lourd, c'est-à-dire qu'en pratique, quand on va faire ça sur du virus qui est de classe 3, ben, il faut travailler la totalité en P3. C'est long, ça prend entre 3 et 5 jours. Ça nécessite beaucoup de sérum, en sachant quand même que c'est automatisable, c'est possible de l'automatiser. Il y a des problèmes de standardisation, c'est-à-dire que c'est des techniques qui sont très très bien, mais c'est surtout au sein d'un laboratoire, c'est reproductible. Alors, en revanche, comparer les résultats entre les différents laboratoires, c'est plus compliqué, notamment parce que ça va varier justement avec la durée d'incubation, ça va varier aussi, on va le voir, avec la souche. Et puis, ça mesure pas la réaction de l'immunité cellulaire, et c'est vraiment un biais. Et puis il y a des contre-exemples, hein, c'est-à-dire sur le VIH, les patients infectés par le VIH ont des anticorps neutralisants, même si trouver les anticorps neutralisants à large spectre, ça reste pareil le Graal des gens qui veulent faire des anticorps anti-VIH, puisqu'on sait que il y a des gens encore qui continuent à travailler justement sur ces aspects-là. Alors voilà à quoi ça ressemble la séroneutralisation. Il faut préparer, bon en gros je vous résume, il faut préparer des cellules, des dilutions de sérum, et après donc on ajuste les souches pour qu'elles soient à peu près à la même quantité. On va incuber le mélange qui contient le sérum du patient, enfin les dilutions de sérum du patient avec la souche virale dans son milieu de culture, et après ça on le transfère sur des microplaques et on va lire entre 3 et 5 jours, et c'est ça qu'on essaye de rechercher. Donc ça c'est un tapis cellulaire qui est pas lysé, et ça c'est un tapis cellulaire avec une infection. Et donc ça, si ça c'est bloqué et qu'on voit ça, ben ça veut dire que le sérum a séroneutralisé. Donc là vous l'avez, pareil, vous avez un petit résumé de la manip. Bon, on va pas passer des heures sur la technique, c'est juste que vous sachiez comment ça se fait. Et après on regarde le pourcentage de puits, donc il y a plusieurs puits pour chaque dilution. Vous voyez là, vous avez les dilutions, vous avez plusieurs puits. On dit voilà, le titre c'est quand on a plus de 50% de puits qui sont séroneutralisés, dans lesquels il n'y a pas d'infection. Alors des exemples d'applications, il y en a des tas. Celui-là je l'ai pris parce qu'il est pas mal. Parce que ça montre bien, si vous voulez, que les titres de séroneutralisation sont variables dans les laboratoires. Mais on voit, ceux-là, je les avais pris parce qu'ils ressemblent un peu aux nôtres. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un travail qui est intéressant. D'ailleurs, ils montrent c'est des gens qui travaillent, donc des professionnels de santé, qui ont été infectés. Et ça, on voit, c'est les titres en séroneutralisation à 21 jours, à 2 mois, à 3 mois. Et vous voyez déjà, ça baisse assez vite quand même dans cette maladie, les taux d'anticorps, même séroneutralisants. Et ça, c'est un autre travail qui a été fait. C'est par exemple comment tester. Donc ça, c'est des anticorps monoclonaux, donc différents anticorps monoclonaux qui ont été testés contre des vraies souches, hein, des authentiques virus. Et vous voyez là, ça c'est le variant sud-africain. Mais le variant sud-africain, en fait, ça s'effondre, hein, et notamment le LI-CoV 555, donc c'est celui qu'on a testé nous, et nous c'est pareil, on trouve qu'il y a 0 activité contre le sud-africain, 0 contre le brésilien, 0 contre le Marseille 484, ça marche très bien, vous voyez à 0,224 ben, sur la souche Wuhan de Marseille, sur le UK ça marche beaucoup moins bien, sur le belge beaucoup moins bien, et sur l'indien quasiment pas. Donc vous voyez que ça montre bien que ces anticorps monoclonaux, quoi, qui sont très très spécifiques d'un épitope, quoi, dès qu'il y a un variant, ça peut se modifier de façon très nette. L'autre type de travail qui peut être fait, c'est un travail qui est fait par l'équipe de Rapuoli, où eux, ils font de la sélection par anticorps, ils montrent par séroneutralisation que l'apparition de délétion puis de mutation entraîne une complète résistance à l'anticorps, quoi, et notamment un anticorps de patient. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était avec
des monoclonaux. Donc nous, ce qu'on a fait, on a testé beaucoup de souches, donc on a testé plusieurs souches, vous voyez. Donc on a une souche originaire, une Wuhan, le variant Marseille 4, le Yucca sud-africain brésilien, et puis des variants ici locaux à Marseille, le belge et l'indien, le dernier qu'on a isolé. Et puis après, on a passé différentes catégories de sérums, donc des sérums qui sont du premier épisode, le premier épisode donc qu'on a eu l'année dernière. On a 9 patients Marseille 4, donc on sait que c'est des Marseille 4 parce que là on les a génotypés. Ceux-là aussi, les Yucca sont génotypés. Les Sud-Africains, malheureusement, on en a que 2. Et puis donc on a des patients vaccinés, surtout des Pfizer. Donc c'est des gens qui ont eu au moins 2 injections et au moins plus de 2 semaines après la 2e injection. Et puis chaque fois notre contrôle, on met, excusez-moi, dans le contrôle, on met toujours notre anticorps monoclonal pour voir qu'on ne s'est pas trompé dans notre manip. Or ça, ce sont les résultats donc des différents variants qui sont testés avec des patients de la première vague, on va appeler ça la première vague, et puis après ça c'est notre épidémie qu'on a eue à l'automne. Donc ce qui est frappant déjà, vous voyez que le variant sud-africain, en fait en gros il y a quasiment pas de réactivité ou très peu de réactivité. Puis la deuxième chose moi que je trouve frappante, quoi, c'est quand même que les gens qui ont été infectés par Marseille 4, ils ont globalement moins d'anticorps que ceux qui ont été infectés par la souche originelle. Sur le côté, là, vous avez les valeurs ici sur le cobas. Et vous voyez quand même que c'est relativement proportionnel. C'est-à-dire, faut être honnête, quand les anticorps sont élevés en ELISA, ils le sont aussi en séroneutralisation. Ensuite, vous avez les variants Yucca. Et là aussi, comme tout à l'heure, donc on voit bien que le sud-africain, en pratique, ils reconnaissent pas le sud-africain, mais les patients qui ont été infectés par Yucca, ils reconnaissent pas bien non plus le variant brésilien et pas bien non plus le variant Marseille. Donc ça, c'est frappant. Après, on voit qu'il y a une hétérogénéité. Vous avez des patients qui réagissent relativement pas mal, puis d'autres comme ça, par exemple, qui ont quasiment pas de réactivité, là. Voilà, mais globalement, ça donne un peu le même aspect quand même qu'on avait le Marseille 4, quoi. C'est-à-dire que les gens ont globalement peu d'anticorps. Puis alors, on a deux Sud-Africains. Je sais pas, c'est peut-être qu'on n'a pas eu de chance là sur ces deux-là, parce que moi j'en ai que 2 de Sud-Africains, mais les 2 ils ont aucune réactivité. D'ailleurs, on les retrouvait en ELISA, vous voyez, ils n'ont pas d'anticorps en ELISA, et en séroneutralisation, ils n'ont pas d'anticorps non plus. Pourtant, c'est des patients, hein, on les a génotypés. Là, c'est les valeurs chez les vaccinés. Donc j'ai là, chez les vaccinés, on voit bien que, pareil, il y a un trou sur le sud-africain. Mais globalement, on voit quand même qu'ils ont des anticorps qui sont relativement élevés. Sauf celui-là, là, on a un seul Astra. Globalement, l'Astra, il n'a pas élevé beaucoup d'anticorps. Mais vous voyez qu'on peut très bien être vacciné en Pfizer et avoir 0 anticorps. Voilà, donc ça, cette personne-là, elle n'a pas du tout d'anticorps. Il y en a qui ont des anticorps qui sont beaucoup plus faibles aussi. Et là, vous avez des anticorps qui sont faibles. Là, ce groupe-là, pas mal d'anticorps quand même. Donc on a regardé, en fait, parce que c'est frappant que si vous voulez, et donc on a regardé quand même si les gens qui étaient infectés, ils étaient mieux protégés, enfin les gens qui étaient vaccinés, pardon, ils étaient mieux protégés que ce qu'on voit sur la séroneutralisation. Ben non, en pratique quand même, parce qu'on voit sur les vaccinés, alors bon, c'est des chiffres qu'il faudrait reprendre et affiner, mais globalement, si on prend à la louche, vous voyez que chez les vaccinés, on est à 5% d'infection chez les vaccinés, alors que chez les gens qui ont déjà eu une infection par le SARS-CoV, on n'est qu'à 0,23%. Et donc clairement, ça, comme ça peut pas s'expliquer par les anticorps séroneutralisants, on se doute qu'il y a peut-être un effet de l'immunité cellulaire, justement, qui est mal objectivé par la séroneutralisation. Donc à l'avenir, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ce travail? Donc je pense que ça se place bien dans une méthode de surveillance épidémiologique. Donc maintenant on sait que pour faire la surveillance, un peu tard, mais tout le monde s'y est mis finalement en France, hein, on dit il faut faire la séquence génomique pour surveiller l'émergence des variants, c'est très bien. Mais après, si vous voulez, pour savoir si ces variants-là ont un potentiel épidémique, bon, il y a plusieurs choses, parce que la séroneutralisation, ça ne va pas dire si le variant il va être plus contagieux. En revanche, ça peut permettre de dire si le variant a une chance d'échapper au système immunitaire. Voilà, et donc en résumé, quand même, ce petit travail, c'est quand même 200 microplaques, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd, la séroneutralisation. Et ça, c'est les personnes qui ont participé à ce travail. Voilà, je vous remercie.